Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau des dossiers de France 3, la première émission de l'année 2006. Nos élus ont-ils le blues? En tout cas, cela concerne surtout les élus ruraux, les petites communes, les conseillers municipaux. Ils se disent abandonnés de la République, ils se disent submergés de responsabilités, de paperasse, d'administratifs et ils se disent surtout sans moyens. Et c'est pour cela que l'on craint pour les prochaines élections, celle de 2008, on craint une crise des vocations. Car qui veut encore se dévouer pour sa commune pour un salaire moyen de 550 € quand on a une commune de moins de 1000 habitants. C'est un travail qui mobilise nuit et jour, en plus d'un autre travail, parce que cela ne suffit pas à faire nourrir toute la famille. Et puis, en plus de la vie privée, on le verra, c'est difficile tous les jours et les maires sont sur tous les fronts. Nous serons en direct de l'Allier tout à l'heure avec Bruno Rougevent, qui est avec nous depuis l'abattoir de Moulins. Alors Bruno Rougevent est maire de Villefranche d'Allier. Bonsoir Bruno Rougevent. Bonsoir. Vous êtes aussi président de l'Association des maires de France du département de l'Allier. Avec nous ce soir. Président de l'association départementale des maires. Tout à fait. Et avec nous ce soir, pour en discuter également, des élus du Rhône, de l'Isère, de la Loire. Nous en débattrons très librement. Vous verrez, l'ambiance est plutôt chaleureuse ce soir. Pour cadrer tous les propos de nos turbulents invités, Alain Faure, politiste et chercheur à Sciences Po Grenoble. Bonsoir. Jean Furtos, psychiatre au Vinatier, à l'hôpital du Vinatier de Bron. Et vous venez de publier une étude assez unique en France, Jean Furtos, puisque vous avez travaillé avec des élus locaux et vous avez essayé de comprendre leur attitude face à la détresse psychosociale de leurs administrés. Et comment se protègent-ils, comment se blindent-ils? Alors, puisque l'on parle aujourd'hui de crise des vocations, nous attendons bien sûr de votre part des mails et je vous propose de retrouver Christian Rouget de France Bleu. Bonsoir Isabelle, bonsoir à vos invités, bonsoir à vous qui nous retrouvez ce soir puisque l'occasion vous est proposée sur France 3 non pas d'assister à un débat mais d'y participer. Alors que dire quand un citoyen peut prendre part à un débat politique? Le faire c'est tout simple, www.raa.france3.fr, être avec nous en direct tout au long de cette soirée. Merci Christian. Et puisque l'on parle de crise de vocation ce soir, de blues des élus, j'ai envie de poser ce soir ma première question à Michel Noir. De ces politiques spectacles, 3 économies. En tout cas, il brigue aujourd'hui un 3e mandat. 4 CSE. Stéphane Gemani, vous avez 35 ans, vous êtes de Grenoble, vous travaillez depuis longtemps au service de cette ville à travers une association que vous avez créée vous-même. Vous êtes également marchand puisque vous avez un commerce de fromage Wall de Grenoble, je crois. Et vous avez décidé de vous lancer dans la politique depuis de nombreuses années déjà, enfin de vous lancer dans la politique de manière officielle à travers un parti. Si on prend le sens étymologique, depuis que je suis engagé associatif, je suis un politique. Ouais. Parce que pour moi, la politique n'a pas de connotation clanique ni partisane. Et là, on a parlé de Michel Destot, qui vient d'entamer qui est en train de terminer son 2e mandat. Alain Carignan se profile, le retour. Oui, il y en a d'autres, oui. Et comment est-ce que vous espérez vous faire une place entre 2 poids lourds comme ça? Écoutez, déjà, j'ai pas la prétention de me faire une place entre 2 poids lourds. J'appelle tout simplement à la conscience collective. C'est quand vous avez parce que là, on parle des élus, mais on parle pas des citoyens qui ont des intérêts. On le voit dans les élections, où on a des abstentions massives. Et on s'aperçoit que maintenant, d'ailleurs, les Européennes en font cas, que les gens ne votent plus pour quelque chose, mais contre quelque chose. Ils se mobilisent contre quelque chose, mais plus pour quelque chose. Et donc, le but, c'est de dire, écoutez, maintenant, la vocation du politique. Je ne parle pas des vocations des politiques dans les petites communes rurales, parce qu'on parle, il y a quand même 36 000 communes en France, dont 28 000 petites communes. Ça, c'est du bénévolat que ces personnes font pratiquement. Je parle d'une poignée de personnes qui ont détérioré l'image de la fonction de l'élu du politique. Et le retour d'Alain Carignan, vous le ressentez comment? Vous avez été approché? Personnellement, je ne pense pas que Alain Carignan doit revenir comme il revient. Il aurait pu revenir, il aurait pu tout reprendre s'il avait eu un esprit plus constructif. Je ne pense pas que l'esprit est là. Voilà, ça c'est mon opinion personnelle. Maintenant, il aurait fallu demander ou inviter Alain Carignan sur ce plateau pour qu'il puisse vous en parler directement. Mais pour ma part, si j'ai quitté à un moment donné un mouvement dans lequel je m'étais investi, parce que, comme le disait tout à l'heure monsieur, c'est que quand on est acteur associatif et qu'on arrive au Rubicon de son action associative, on se dit qu'il va falloir toucher à l'outil électoral, et cet outil électoral passe forcément par un parti politique. Quand on est dans un parti politique, moi je suis gaulliste, donc tout de suite je me suis tourné tout d'abord vers le RPR, et ensuite parce qu'Alain Carignan m'avait demandé de le rejoindre au moment de son retour en tant que secrétaire à la grande exclusion et à la précarité, je l'ai rejoint, et quand je me suis aperçu que ce n'était pas du tout ce que je voyais
en termes d'action politique, j'ai mis les points sur les i avec lui et je suis parti de l'UMP, tout simplement. Je suis parti et je me suis dit n'importe comment, je suis un acteur de terrain. D'autres personnes qui étaient autour de moi qui étaient d'obédiences différentes, aussi bien qui étaient issues du RPR, de l'UMP, du Parti Socialiste, de la CGT ou même se sont retrouvés avec vous dans un autre parti. Se sont retrouvés parce qu'on se retrouvait déjà avant sur des buts bien précis et nous avons décidé de monter conjointement un mouvement. Moi je ne suis pas fondateur, je suis cofondateur avec Michael Dejam, Stéphane Beltest et monsieur Christelle Jacques-Moirou. Un parti que vous avez créé déjà. On a monté un parti. D'abord, on a monté une association, mais on a monté un parti politique. Parce qu'on a cette conscience que le parti politique est déjà dans les mentalités quelque chose qui est acté, mais en plus qui est un outil indéniable si à un moment donné, on veut tout simplement agir sur un plan électoral, prolonger son outil associatif dans l'action électorale. Annie David, une réaction? Je vous vois réagir là. Oui, moi j'ai bien entendu tout à l'heure les différents reportages qu'on a, enfin les différentes interventions. Moi je pense que lorsque l'on a envie de s'investir dans la vie publique, dans la vie, dans la gestion d'une commune, eh bien il me semble que le fait de passer par un parti politique, quel qu'il soit, n'est pas un déshonneur ou une honte. Au contraire, je crois que de s'appuyer sur un parti politique, eh bien c'est s'appuyer sur des bases, sur des fondements, sur des organisations déjà en place, et ça peut aider aussi à plus rapidement à avancer pour pouvoir gérer une commune. J'ai eu ce vécu et je ne regrette pas ce vécu que j'ai eu. Mais à un moment donné, quand on n'est pas en harmonie avec ce qui se passe, à quoi ça sert de louvoyer? Il faut dire, moi je n'avais pas envie de louvoyer comme certains qui ne voulaient qu'être à travers justement le charisme de cette personne qui a repris les affaires. Et à un moment donné, moi je ne veux pas louvoyer, je veux faire. Et pour moi, l'outil politique est un outil d'action, ce n'est pas un outil d'ego. Et malheureusement, ce qui détériore la vie politique, c'est que certains élus l'ont utilisé à des fins personnelles. Voilà. Et c'est cet ego qui a envenimé, pourri un petit peu cette sphère politique. Et c'est pour ça que les électeurs, les citoyens lambda, comme vous et moi, à un moment donné, ont ce désintérêt par les voix, par les urnes. Jean Furtos, une réaction psychiatre. Justement, qu'est-ce qui fait que l'ego, c'est-à-dire le fait de penser qu'un politique, au fond, c'est pas une vocation, mais c'est lui la raison et il commande. C'est que les personnes voient que cet homme politique est affecté par la souffrance d'autrui, qu'il n'est pas dans ses idées avec la vision d'une justice universelle et théorique, mais qu'il a le sentiment précis de la souffrance apportée par la perception d'un sentiment d'injustice qui n'est pas au niveau universel, qui est au niveau incarné. Et ça veut dire que ceux qui reviennent en politique, Alain Carignon, Henri Chabert, pensent qu'ils peuvent retrouver quelque chose de vierge avec les électeurs. Je ne prononcerai pas là-dessus. Je dis simplement que les gens ont besoin de politiques incarnées, qui travaillent avec leur chair, qui travaillent avec la souffrance des autres et la leur. Parce qu'évidemment, on ne demande pas aux politiques de s'effondrer, ça serait vraiment catastrophique. Les gens leur demandent d'être affectés, de ne pas être blindés justement, d'avoir la bonne distance, de ne pas se prendre pour un psychothérapeute, un médecin, mais d'être affectés. Et s'ils sont affectés, ils vont avoir des idées en rapport avec la situation. On est une monarchie aussi, il faut dire, on a des siècles de monarchie, on est sous une république depuis peu, et en fin de compte on s'est aperçu que c'est une monarchie réorganisée en version républicaine, et qu'on retrouve ce côté notable tout à l'heure qu'on évoquait, et puis bon, on fait des fixations sur certains qui veulent revenir, mais bon, je prends le cas de Michel Destot qui lui se maintient avec une majorité hétéroclite dans laquelle il a sa meilleure opposition et qui sont les Verts, donc c'est quelque chose non plus qui n'est pas viable. On ne peut pas en vouloir à un homme, personnellement, je ne le connais pas intimement, ce Michel Destot. Pour intervenir, je veux dire, mais je voulais juste terminer ça là-dessus, je ne veux pas m'immiscer attaquer Michel Destot en tant que personne, mais je ne tolère pas les attitudes qui sont électoralistes de façon à avoir un maximum de personnes pour avoir le pouvoir. Si ce pouvoir est bancal, on gère mal. Moi je voudrais intervenir tout à l'heure par rapport aux conseils municipaux qui arrêtent leur mandat. Je veux dire... Guy Hernandez, vous avez Chirol. Oui, sur Chirol. Tant qu'on ne remettra pas à niveau le statut de l'élu, tous les conseillers municipaux arrêteront. C'est-à-dire remettre à niveau, c'est-à-dire expliquez-vous. Réactualiser le statut de l'élu. Un conseiller municipal n'a aucun moyen. Je veux dire, aujourd'hui, une mère de famille, femme au foyer, si elle veut être conseillère municipale, elle n'a aucun moyen. Je veux dire, si elle travaille dans une entreprise, elle prend sur son temps, si l'employeur veut bien... La loi de 92 a quand même simplifié pas mal de choses. 2002, elle n'a rien amené, elle, de 2002. Jusqu'aujourd'hui, les femmes...
Je veux dire, il faut payer les frais de garde, tout ça, mais qui paye les frais de garde? Oui, les indemnités. Quel est l'employeur qui détache aujourd'hui un statut, ça veut dire qu'on a un statut syndical. Quand on est un élu, on est comme un acteur associatif. On prolonge son action associative. Enfin, pour moi, on s'engage pour la cité. Ouais. Pourquoi forcément on devrait être rétribué, je veux dire, salarié? Ce n'est pas un emploi. Non, c'est pas salarié. Ben, vous nous parlez d'un statut. Pas être rétribué, mais je pense qu'un statut, quand même, ce serait important pour que, justement, dans la vie politique, il y ait un peu plus de renouvellement, qu'il y ait un peu plus de personnes qui ont envie de s'engager. Aujourd'hui, on le voit bien parmi nos élus, que ce soit au niveau local, au niveau régional ou autre, ce sont très souvent des retraités, des gens de la fonction publique. Il y a très peu de femmes, il y a très peu de jeunes femmes, parce que c'est difficile de s'engager quand on est une femme en politique. On sait bien, même si je me bats aujourd'hui pour le droit des femmes, on sait bien aujourd'hui quelle est la vie d'une femme, la double vie, j'ai envie de dire, la vie à l'emploi et la vie à la maison. Donc en plus une troisième vie, avec une troisième vie avec un mandat, eh bien pour beaucoup de jeunes femmes, c'est quand même difficile, pour beaucoup d'hommes aussi. Donc je pense qu'un statut, on devrait peut-être engager un débat là-dessus. On a vu les chiffres, un véritable statut, ce serait intéressant. On a vu les chiffres marqués sur l'écran. En 1957, il y avait 1% de femmes maires. En 2005, après la loi sur la parité, il y a 10%. On est en progression, mais c'est dur, hein, c'est laborieux. Christian Rouget, je crois que vous avez de nombreux mails qui vont dans le sens des propos de Stéphane Gemani. Oh, il y en a beaucoup d'ailleurs qui nous arrivent. Alors surtout, ne vous croyez pas esselés autour d'Isabelle. Ils sont très nombreux à vous écouter ce soir. J'entends les élus et les citoyens. J'en veux pour exemple ce maire adjoint dans une commune de quelques 2000 habitants qui nous dit: c'est mon premier mandat. Et c'est peut-être en fait le dernier, tout simplement car il est très difficile de voir, même impossible, de pouvoir conjuguer travail à plein temps, 5 jours sur 7, bien sûr, père de famille, mairie, malheureusement les jours ne font que 24 heures. Autre exemple, bonjour, j'ai 33 ans, je suis maire d'une commune de 420 habitants, élu à 28 ans en 2001, je pense que le statut des élus locaux ne correspond pas du tout aux besoins. Il faut tellement s'investir en temps, en expérience, en argent et en compétences que la seule façon de pouvoir faire tout ça, c'est peut-être d'y laisser sa vie. On a l'exemple de ce maire d'ailleurs qui est devenu célibataire, cher payé, conclut-il. Merci de votre participation. En tout cas, peut-être pas crise des vocations, mais en tout cas un important phénomène d'usure. La politique, et j'aimerais peut-être qu'on entende Jean-Claude Charvin là-dessus, la politique est parfois carnivore. Et vous avez même perdu votre couple dans la politique. Oui, mais j'allais dire qu'à partir du moment... Vous savez, moi je suis quelqu'un de passionné. Je voudrais d'ailleurs en profiter pour dire à mon voisin de gauche, géographiquement parlant, qu'on peut tout à fait se glisser entre deux poids lourds avec une petite voiture bien conduite et que ça peut aller beaucoup plus vite. Simplement pour préciser une chose, la vie politique est un choix. Je veux dire que lorsque vous êtes passionné, lorsque vous avez de l'amour pour les gens, lorsque vous avez un projet, vous vous y passionnez, vous vous y donnez totalement. J'ai tout sacrifié moi pour ça, et je sais très bien que si demain ça s'arrête, et là je ferai autre chose. Mais je l'ai choisi. Je n'ai pas besoin de statut. Merci à vous. Merci à vous tous pour votre participation. On se retrouvera le 2 mars prochain pour parler de la police. Vaste sujet. À bientôt. Excellente soirée.